Nous sommes le 27 février 2020 et voici notre 247e épisode hebdomadaire. On y parle de Libra et de ceux qui y croient encore, de Fwitch chez WhatsApp, d'une faille chez PayPal, de Samsung Galaxy qui font peur ou encore d'agriculture connectée. N'attendez pas pour partager cet épisode dans vos réseaux, n'hésitez pas à le commenter. Merci de nous accueillir. Très bonne écoute. Je ne sais pas si c'est l'arrivée prochaine du printemps, dans quelques jours, printemps météorologique s'entend, mais en tout cas ils sont déchaînés, les chroniqueurs du jour, sautent au nombre de 2, comme toujours, évidemment. D'un côté, vous avez Sébastien qui lève tout de suite la main, tout de suite, je veux qu'on parle de moi. Sébastien le Nivellois. De l'autre côté, Thierry le Vaudois. Je suis non-binaire. Je ne suis pas nivellois, je suis non-binaire. Oui, c'est ça, je suis Brabant Wallon. Je suis européen. Européen, voilà, en plus. Alors moi, je suis pas... Je vous dis bonsoir, voilà. Ou bonjour, c'est selon. Hein, c'est vrai, la Suisse n'est pas dans l'Europe. J'arrive en place une, alors j'en profite puisque j'ai le micro ouvert. Je suis tout rouge parce qu'en fait, voilà, je suis au chaud avec Yoko. Voilà. Si vous voyez effectivement un pare-brise derrière lui, c'est qu'il tourne le dos à la route, ce qui n'est pas très prudent en matière générale, mais là en l'occurrence il est à l'arrêt, donc il peut se le permettre. C'est notre van lifer, Thierry, qui régulièrement nous parle de van life. On en parlera d'ailleurs dans cet épisode, je pense. Il y a une news concernant le milieu des fourgons aménagés, des vannes et autres joyeusetés du genre. Qu'est-ce que je voulais vous dire ? Oui. Les fourgons, on connaît en Belgique. Hein. Oui. Mais c'était le siècle dernier. C'était pas les mêmes raisons. Je comprends pas. Non, mais c'est pas grave. Moi non. Non, je comprends pas. Non, Mais non, Thierry, je comprends. C'était spécifique en Belgique. Ah bon, d'accord. Mais c'était pas les mêmes fourgons. C'était des braquages. Mais d'accord. Ah oui, des braquages de fourgons de transport. Ah oui, on connaît bien en Belgique. Oui, c'est ça. Oui. Ah, oui. Je voulais remercier Barburaleur, Sapo, Imagi qui nous ont laissé des commentaires via notre blog lestechno.be. Je veux également remercier Numérobis qui a laissé un commentaire sur Apple Podcast France à notre sujet. Merci à vous quatre. Merci également à Aferneo, le petit photographe, Ingris Boy, Raphaël Vinet, Laurent Lahulotte, NumV2, Guy Béchet, Éric Bourdin, Eugénie Dubreuil, Peter Roby, Exodus, Pierre Aubry ainsi que Cubignol qui ont tous laissé des commentaires sous nos différentes vidéos publiées la semaine dernière et la semaine même d'avant sur YouTube. Ça concerne évidemment les épisodes hebdomadaires, mais également les hors-séries, Sébastien, puisqu'on a également un autre remerciement à faire à un autre podcast. Oui, et je suis content, j'ai entendu des prénoms féminins dans les remerciements, oui. C'est cool. Et oui, on a remercié Oxitude qui nous a mentionné effectivement sur les numéros hors série, sur tout ce qui est déficience visuelle, oui. Des numéros qui me tenaient spécifiquement à cœur, comme l'a mentionné Cubignol, qui était fort sérieux, oui. mais le fort sérieux est uniquement ce qui a été filmé, le très drôle était en dehors, oui. Parce que ça reste un excellent souvenir et un excellent moment. Effectivement, et donc ces hors-séries, vous pouvez les consommer tout de suite, les binge-watcher comme on dit si vous le désirez, et si vous êtes adepte des podcasts audio, attendre chaque semaine qu'on vous propose une petite partie supplémentaire. Il reste encore 3 thématiques à aborder dans les semaines à venir concernant donc les déficiences visuelles et les technologies qui permettent aux gens qui sont déficients visuels de je vais dire mieux le vivre, ou en tout cas de profiter de ces nouvelles technologies, de détourner des fois même ces technologies à leur profit. Allez découvrir tout ça à votre aise évidemment, mais avant tout vous écoutez cet épisode. Je préférerais quand même le 247 parce que voilà, on l'a préparé, autant l'écouter, autant le regarder. Ce que je vous propose, c'est qu'on entame directement l'abécédaire classique avec la lettre A comme agriculture, quand la technologie est une véritable solution. Thierry, agriculture connectée, on peut même dire, hein. Oui, carrément. Ça fait le lien avec ce que j'avais pu voir au CES, puisqu'effectivement, je vous avais peut-être parlé de la 5G qui s'est immiscée dans ce grand rendez-vous, ce grand raouf mondial qu'est le Consumer Electronics Show. Mmh. Puis effectivement, on est de plus en plus sur des exemples précis, concrets, sur l'usage de l'Internet ou de l'accès à la data, l'accès à la connexion. Et puis,
J'avais été, moi, épaté, pour faire un petit peu le lien, pour expliquer tout ceci, j'avais été épaté par nos copains de John Deere qui avaient, ni plus ni moins, démontré par l'exemple l'usage de la 5G avec des chiffres assez balèzes, puisqu'effectivement, bon, voilà, les tracteurs, les véhicules qu'ils produisent, qu'ils présentent à la vente sont juste énormes. Ils sont méchamment dédiés d'abord au marché américain. Mais c'était assez marrant quand tu parles d'un véhicule comme un tracteur, de voir que ce même tracteur, ce même véhicule, bon, qui fait 3 fois l'immeuble, hein, non, mais j'exagère, mais enfin, en tout cas, le tracteur peut, je pense, rouler au-dessus de Yoko sans même lui faire une griffe, tellement il est grand comme véhicule. Eh bien, ce véhicule transmettait ni plus ni moins plus d'une dizaine de mégas par minute de data, puisqu'effectivement c'était plus qu'un véhicule qui était présenté, c'était des senseurs, des choses qui étaient même connectées à du drone pour pouvoir par exemple imaginer de scanner des champs entiers pour savoir lesquels on doit justement arroser ou pas. Et donc, je vous ai trouvé un exemple ici, effectivement, qui montre que, voilà, ça y est, on est vraiment maintenant dans un usage sérieux de la technologie. Moi, j'avais eu la chance de voir aussi, de rencontrer une start-up suisse qui avait fait un véhicule qui ressemble à une table, une table avec des roues, mais vraiment une table très simple. Et en fait, de table, il s'agit d'un robot qui peut se débrouiller tout seul, qui peut se repérer avec son GPS et qui va enlever les mauvaises herbes, mais on pourrait dire quasiment à la main, puisqu'en fait, il va spécifiquement arroser le centimètre carré, et on parle bien d'un centimètre, hein, pas de tout un mètre, voire une dizaine de mètres, le centimètre carré qui est concerné par un petit sheet de produits anti-mauvaises herbes pour pouvoir l'économiser, puis pas en mettre partout, puis accessoirement pas polluer le champ de culture. Donc je suis ravi que dans ce domaine, on soit dans du concret. L'exemple de ce robot, l'exemple de John Deere, ce sont que quelques-uns des exemples qu'on a de plus en plus dans le monde de l'agriculture. Le seul bémol dans tout ça, c'est que ça concerne toujours de très grosses surfaces, de très très gros, grosses exploitations. Ouais. Discussion faite avec les amis de John Deere, ils nous disent oui, non, mais vous rassurez-vous, on a des modèles pour l'Europe, on vient aussi avec des modèles plus petits, mais clairement, il va falloir un petit peu patienter pour ça. Enfin voilà, j'avais très envie, parce que j'avais été épaté avec cette rencontre de John Deere, de dire ça y est, l'agriculture se met vraiment sérieusement à utiliser la technologie pour tous les métiers qui la concernent. C'est vrai que quand les Américains viennent en Europe visiter des exploitations agricoles chez nous, pour eux, c'est des micro-fermes. Hein. C'est des toutes petites exploitations. À leur niveau, c'est des toutes petites exploitations. Donc on se doute bien que les développements ne se font pas de la même manière pour les grandes exploitations et les petites exploitations. Quoi qu'il en soit, il me semble quand même qu'il y a quelques entreprises françaises et même belges qui se penchent sur la question. J'avais vu un sujet là-dessus, justement, tu parlais par exemple d'analyser l'état des terres, savoir là où il y a plus de phosphate, là où il y a plus de ceci ou de cela, pour arriver à avoir une culture intelligente du terrain, qui respecte la terre aussi, d'une certaine manière. Et donc, tout ça existe chez nous aussi, mais c'est en train de se développer, et c'est pas évident, j'imagine, également pour les exploitants de se mettre à la page. C'est peut-être la nouvelle génération qui aura plutôt tendance à aller vers les nouvelles technologies que les plus anciens, qui ont encore des méthodes qui fonctionnent bien, hein, mais qui ne sont peut-être moins à la page maintenant, et voilà. Donc on est là aussi dans un univers très concurrentiel, il faut bien le reconnaître. Je ne sais pas si Sébastien avait un truc à rajouter là-dessus ou pas. Non, oui, si, toujours. Je pense qu'on a déjà parlé de Techno et Xavier, si ma mémoire est correcte, de drones, en tout cas chez nous, qui font déjà effectivement toute une série d'analyses, de sécheresse, de sol comme il faut. Donc voilà, c'est pas quelque chose qui date directement hier chez nous, et c'est quelque chose qui effectivement est possible aussi sur des plus petites structures, parce qu'un drone,
Oui, bien sûr. C'est pas non plus impensable. Il me vient encore une anecdote à l'esprit, ou en tout cas un sujet que j'avais vu en télévision il y a quelques temps maintenant, les drones qui servaient par exemple à surveiller le bétail, qu'on peut laisser du coup paître en toute liberté sur de plus larges exploitations, et on se servait des drones pour les repérer, pour les surveiller en quelque sorte, et les retrouver un peu plus facilement. Donc ce sont aussi des facilités qui sont faites. Pardon ? Et tu vas mettre tous les petits chiens de berger au chômage. Oui. Ou alors leur donner quatre petites hélices et les faire voler. Pour recycler le petit chien, tu vois. Non, mais sans rire. Voilà. Et les chiens. Tu vois. Personne ne pense à l'emploi de ces pauvres petits chiens. Attention, j'ai décidé dorénavant de prendre dans ce que vous dites le titre, une phrase type pour en faire le titre de l'épisode, puisque j'ai remarqué que le titre n'avait aucune influence sur l'audience, donc on peut se lâcher aussi sur le titre de l'épisode. Donc on prendra le titre du ouais mais non alors. Par exemple, ça on verra à la fin de l'épisode. Ça c'est à la fin de la foire qu'on compte les bouses, comme on dit. Voilà. La lettre suivante. La lettre A comme Apple, parce qu'il y a aussi souvent question d'Apple dans ce podcast, on va pas se voiler la face. Apple va nous casser le web parce que quoi, Seb, de quoi s'agit-il? Il nous casse le web. Il nous casse le web. Il nous casse là-bas. Il nous casse le web. Agriculture, pommes, tu vois, la transition, elle était bonne. Et oh là là. C'est fin de semaine, fatigue, longue journée. Oui. Et on va pas parler des iPhones, on va pas parler des MacBooks, on va pas parler de tout ça. On va parler de leur navigateur, plus ou moins. Safari. Je sais pas. Il y a des gens qui utilisent Safari. Et t'as pas tellement de choix sur iPhone et iPad parce qu'il y a que Safari de toute façon. Et donc Apple fait partie pour tout ça, dans plusieurs consortiums de plusieurs trucs, parce qu'il y a le W3C, mais il y a aussi le CA Browser qui est donc tout ce qui est sécurité, certificat, SSL, donc tout ce qui fait que votre échanges avec le petit serveur sont sécurisés. Et donc effectivement il y a toute une organisation derrière pour dire qui est accrédité, qui fait quoi et comment on gère. Qui devient quasiment obligatoire maintenant, je veux dire tous les serveurs au jour d'aujourd'hui. C'est quasi obligatoire. C'est quasi obligatoire. En tout cas Google ne référencie plus les serveurs qui ne seraient pas sécurisés d'après ce que j'ai compris. Oui, c'est une tendance, une bonne tendance, après ça se discute sur certains points parce que il force le truc et l'HTTPS de base prend quand même énormément de ressources côté serveur par rapport à une connexion HTTP. Le début de la négociation est assez long. Mais bon, voilà, il y a des technos qui arrivent, mais ils ont poussé avant que tout soit prêt. Soit ça, c'est une petite divergence petite discrétion. Et donc ici, le CA Browser, dont Apple fait partie, ils ont eu une discussion il y a quelques mois à l'initiative de Google disant il faut qu'on raccourcisse le temps de durée des certificats. Comme ça, si on le raccourcit, eh bien, ça nous permettra de pouvoir pousser des nouvelles technologies plus vite. Parce qu'on sait que tous les 12 mois, ils voulaient quelque chose autour d'un an, tous les 12 mois, au moins, on aura tous les certificats qui ont été renouvelés. Pourquoi ? Parce que là, on peut vouloir monter d'un cran ou au niveau des clés, on peut vouloir plein de choses pour lesquelles, effectivement, ils peuvent avoir une raison de le faire. Et le consortium a dit à Google à l'époque, non, arrêtez, on va pas déconner. Aujourd'hui, on donne des certificats entreprises sur 2 ou 3 ans. 1 an, c'est hors de question. Donc Google dit, ok, d'accord, c'est le consortium, on ne va pas non plus, tout le monde est d'accord autour de la table, on ne fait pas. Et donc Apple s'est dit, finalement, l'idée de Google, elle n'était pas si con, et consortium, rien à péter, moi c'est 389 jours. Pas 390, pas 388, moi ce sera 389 jours dans Safari à partir du 1er septembre, et tout ce qui est au-dessus, ce sera invalide. Donc tu vas acheter un certificat qui va te coûter la peau du cul. Désolé, mais ça va te coûter quand même... Ouais. Ça coûte cher, un certificat entreprise, à ce niveau-là. Quand tu vas le prendre pour 2 ans, eh bien ton certificat, il va juste être refusé par Safari parce que Apple dit non.
Non, tu as qu'à prendre des certificats qui font 13 mois ou 389 jours et pas un jour de plus. Donc ça veut dire que celui qui a pris un certificat comme tu disais, de 2 ans, va devoir le renouveler plus vite, quoi. Il va au terme du... Ah oui, il va devoir le changer. Le 1er septembre, s'il le change pas, c'est fini. Le 12e mois, il s'active parce qu'il sait qu'il lui reste 30 jours pour agir, quoi. En gros, c'est ça. Alors, bon, pour la plupart des boîtes tech, c'est pas très grave parce qu'en général, soit on a switché vers des trucs comme Let's Encrypt. Let's Encrypt, je vous engage à aller jeter un œil si vous connaissez pas. C'est effectivement un truc plus orienté libre où c'est facile, on installe un petit service sur son serveur et le certificat de mémoire, c'est quelque chose comme les 6 semaines, 1 mois et demi, et puis effectivement, il faut le renouveler. Hein, et donc, mais comme c'est automatisé, tu t'en fous, le truc tourne tout le temps, tu as toujours un bon certificat. Et c'est offert gracieusement, il supporte les wildcards, il supporte tout, vraiment le truc est très très bien. Mais parfois tu veux aller un petit peu plus loin parce que tu veux un certificat qui met ton nom, qui doit être certifié, validé par... et alors c'est des échanges avec des notaires, c'est tout le bazar. Et là tu passes par des boîtes plus larges comme un Global Sign et compagnie. Et quand tu vois toute la tracasserie administrative pour pouvoir arriver à avoir ton certificat, parce que ça peut te prendre facilement quelques heures, des échanges avec un notaire ou un avocat qui atteste que tu es bien une personne, la bonne société, enfin c'est un truc de con, t'as pas envie de refaire ça tous les mois, non. Donc là, effectivement, sur ce genre de certificat, t'as tendance à prendre du 2 ans, parce que voilà, c'est fait, et dans 2 ans, on m'embêtera de nouveau avec ça. Voilà, ça c'est fini. C'est un peu pénible, autre chose à faire. Rassurons ceux qui hébergent leur petit site de leur petite entreprise ou de leur site personnel sur un compte mutualisé, sur un hébergement mutualisé. Le plus souvent, là, le certificat est offert avec l'abonnement, enfin avec l'hébergement, si je dis pas de bêtises, et les tracasseries sont pour l'hébergeur, en gros, dans ce cas-là. Oui, ça dépend chez qui tu vas. Effectivement, du Gandhi ou de l'OVH vont faire ce genre de truc pour pas très cher en général. Mais Let's Encrypt est totalement gratuit si tu le fais toi-même. Oui. Honnêtement, il y a plein de tutos sur le web, c'est assez facile. C'est intégré maintenant dans la plupart des distributions. D'accord. Donc voilà, j'irais plutôt là-dessus. De toute façon, ça casse pas trois pattes à un canard, c'est facile, quoi. Ok, bon, écoute, voilà, drôle d'histoire quand même, parce que c'est de nouveau Apple qui fait sa loi d'une certaine manière. T'as pas le choix. C'est pas le choix, on n'a pas le choix. Ceci dit, si on n'aurait pas été Apple, ça aurait peut-être été un autre acteur qui oui, et là c'est Apple. Mais là, pour le coup, c'était Apple, donc voilà, c'est pour ça qu'on a mis la lettre A. Voilà. Donc à un moment donné, on ne sait plus quoi dire, donc on passe à la lettre suivante, parce que sinon on va s'enfoncer. Hein. C'est encore Seb qui va parler. C'est comme clavier. Ça rejoint un petit peu les hors-séries consacrées aux déficiences visuelles. Sébastien, c'est un clavier un petit peu particulier qui a été créé pour les non-voyants. Oui, et j'ai oublié... Voilà, j'ai retrouvé le nom du monsieur. C'est Dougie Mann. Donc c'est un ingénieur en génie mécanique au collège de Londres qui, effectivement, a fait ce truc... con et génial, parce que c'est con, c'est simple. Ouais. Tu vois, il part d'un truc qui est vraiment simple, avec des trucs qui sont simples à utiliser. C'est une imprimante 3D qu'il a utilisée pour faire un case pour un téléphone. Alors après, tout ce qu'il a fait est quand même plus compliqué, mais le concept de base est assez simple et assez, au final assez génial. Il s'est dit, bon ben voilà, aujourd'hui les malvoyants, ils utilisent un téléphone. Si vous voulez savoir comment ça se passe avec le téléphone, je vous engage à voir le numéro 3, parce que c'est tout un numéro spécial, rien que sur le téléphone, pour les malvoyants. Et donc il se dit, ils sont stigmatisés parce qu'ils doivent parler à leur téléphone. Oui. Donc en rue, tu te dis, ouais, c'est pas toujours évident, c'est pas facile non plus, parce que évidemment il n'y a pas de retour tactile pour savoir où est le bouton et tout le bazar. Il se dit, on va leur faire une coque, sur laquelle on va mettre une 50aine de boutons, et un retour haptique sur les boutons pour savoir ce qui se passe. Et grâce à ça, ils vont pouvoir déclencher toute une série d'actions assez facilement sans regarder leur téléphone. Et donc il y a un petit peu d'électronique, c'est une imprimante 3D avec de la résine. Le projet n'est pas encore totalement terminé, mais je trouvais l'idée assez sympa, assez accessible, et donc voilà, je voulais au moins sortir le projet parce que ça m'avait... C'est sorti de mon fil. Ouais, comme ça. C'est un petit clavier avec 5 boutons. Alors on imagine qu'après il y a plus que 5 boutons, hein. Une 50aine derrière, je pense. Ah d'accord, ok. Bon, en tout cas, j'imagine que la prise en main, ça nécessitera sans doute quelques
quelques expérimentations de la part de la personne qui va s'en servir, mais je trouve ça plutôt malin qu'il y ait des gens qui se lancent là-dedans et et ça c'est aussi, on l'avait déjà dit ici, mais l'imprimante 3D, tous ces outils qui sont maintenant à la portée de tout un chacun et qui permettent de matérialiser une idée, ça c'est quand même, je vais dire, magique. C'est génial. C'est génial, c'est ça, quoi. Tu te réveilles un matin avec une idée, tu peux l'imprimer le soir, quoi. C'est ça qui est génial. Tu disais qu'on parlait smartphone dans la troisième partie de nos hors-séries consacrées aux technologies et aux gens déficients visuels. C'est en fait dans la deuxième partie. C'est la partie qui a été publiée ce mardi. Donc vous pouvez directement aller l'écouter, il n'y a aucun souci là-dessus. Et c'est vrai qu'il y a des choses intéressantes à en dire. En tout cas, c'est ce que nous a dit David, notre interlocuteur, qui expérimente justement toutes ces solutions. On aurait dû en parler avec lui de ce machin, de ce clavier-là. Je suis sûr que son opinion aurait été intéressante derrière. Oui, ben voilà, c'était pas encore publié, n'existait pas. Mais t'as raison, par contre, c'est 5 boutons. Voilà. T'as raison. J'ai toujours raison. Voilà, je ne sais pas pourquoi on discute. Je ne sais pas pourquoi je discute avec toi. C'est quand même incroyable. Mais pourquoi tu ne le fais pas tout seul? Tu sais tout nos articles. Nous ne sommes que des pantins. Tu vois, tu nous envoies des trucs et on les lit pour toi. Oui, en fait, ce que vous ne voyez pas de votre côté, c'est que moi, j'ai les mains dans les petites fenêtres que vous voyez. Vous voyez, c'est sur les mains. Donc, d'un côté, j'ai Sébastien. Sébastien parle. Voilà. Poète, voilà, c'est Konami. Voilà. Et puis derrière, t'as Thierry qui rigole. Je veux surtout pas savoir où tu mets tes mains. Comment tu fais pour nous faire parler. Je veux pas le savoir. Donc voilà, une bonne idée. Je sais pas ce qu'en pense Thierry, justement. J'avais très envie de... Ouais, ça me fait penser à un projet sur lequel j'ai misé sur Kickstarter, mais avant de parler de ça, j'avais très envie de revenir sur la news sur Apple. C'est quand même fou de savoir qu'on revient en arrière. Moi, ça me rappelle... Ah oui, c'est fou qu'on revienne en arrière. Non, mais c'est fou. Oui, voilà. Ok, d'accord, j'ai pas fait exprès. On revient en arrière à cause des choix technologiques de certains acteurs. Ça me fait penser... à l'époque du Minitel et du vidéotex, qu'on avait hérité de nos amis allemands, il n'y avait pas un seul terminal qui réagissait de la même manière que son petit frère ou son grand frère, parce qu'effectivement, la norme n'arrêtait pas de changer. Et là, je ne sais pas ce que va devenir Internet avec tous ces acteurs qui décident de changer la donne. Alors, un Google qui arrête de recenser des sites qui ne sont pas en HTTPS, ouais, à la limite, je peux comprendre. Mais là, commencer à trafiquer la durée, enfin, à chipoter sur la durée des certificats, ça commence à être un peu space. Pour revenir sur le Typecase, ça me fait penser au fameux projet sur lequel j'ai décidé de miser. Ça fait rire certains de mes amis geeks, puisqu'effectivement, il s'agit d'une coque. Alors pour le coup, c'est plutôt pour les bons voyants, si on peut utiliser ce terme, puisqu'en fait cette coque va compléter l'usage de votre téléphone pour constituer un clavier. Mais attention, il ne s'agit pas d'un n'importe quel clavier avec des touches, un truc physique et tout ça. On nous vend le projet comme quoi ça va être adapté à n'importe quel modèle précisément. Et c'est en fait un autre device qui sera sous Android, sous Chrome OS, pour devenir un device qui peut piloter le premier, c'est-à-dire en fait avoir une émulation de clavier, avoir une application pendant que l'autre tourne sur iOS, etc. Et c'est même pas très très cher, mais voilà, je lance le sujet, tant qu'à faire, vu qu'on est dans un bon mood et une sympathique ambiance. À cause du virus, tout ça est méchamment reporté. Voilà, donc il va falloir continuer à patienter pour savoir si un jour on va recevoir ce fameux clavier en forme d'étui, à moins que ce soit le contraire. Voilà. C'est le fameux coronavirus qui embête un peu tout le monde, il faut le dire, et énerve un peu tout le monde également, et bloque un peu tout le monde aussi. Je pense que c'est Apple, là on fait une grosse digression, mais qui a annoncé des pertes prochaines parce que du coup il y a leur chaîne de production de certains devices qui sont à l'arrêt en manque de pièces détachées. Donc voilà, on en reparlera certainement à l'occasion de cette histoire-là et des effets de bord justement technologiques. On l'avait déjà
un petit peu évoqué dans les épisodes précédents, mais là, ça se confirme de jour en jour, j'ai presque envie de dire. Je pense qu'on a fait le tour du clavier dont on a parlé, Typecase, c'est comme ça que ça s'appelle. Oui. Évidemment, comme toujours, hein, les liens de tous les articles dont on parle, vous les retrouvez dans notre blog lestechno.be, mais également dans la description de la vidéo sur YouTube ou dans la description du son, de l'audio sur SoundCloud. N'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil, à aller piocher dedans. Ce que nous vous proposons chaque semaine, je le répète, c'est une revue de presse, c'est leur revue de presse qui se poursuit maintenant. Avec la lettre K comme Konami, Kazuhisa, j'y suis arrivé, Kazuhisa Hashimoto, je vais rater de nouveau, n'est plus. Salut l'artiste, nous dit Seb, rappelle-nous de qui il s'agit. Moi je le sais, mais tout le monde ne le sait pas peut-être, ou ne se souvient pas, tout simplement. C'est un dev. Tu vois, un dev meurt, tous les devs pleurent. Oui. Et elle était belle. Hein. Et ça, c'est pas mal. Hein bon, je vais la déposer. Au revoir, à la semaine prochaine. C'est vrai, c'est ça. Tout est fait, tout est dit. Et donc, c'est un dev qui était sur le jeu de chez Konami, hein, vous avez compris, Gradius. Alors, c'est un jeu qui était en 1986, hein, ça ne rajeunit pas. Et le mec, il développait le truc, et quand tu développes, à un moment, tu veux pouvoir aller plus loin dans les niveaux, parce que si c'est pour te faire rétamer et que tu dois aller débugger un truc au niveau 14, et que tu dois jouer 3 heures à dézinguer tous les monstres, bon, t'as pas que ça à foutre. Hein. Et donc, le mec, il s'était dit, je vais mettre un code dans le jeu, mais un truc hyper compliqué. Hein. Donc, c'était 2 fois la flèche haut, 2 fois flèche bas, 1 fois flèche gauche, 1 fois droite, 1 fois gauche, 1 fois droite, B, A. Donc, le code, voilà, il faut le faire. Et une fois que tu as ça, tu avais 30 vies en plus et toutes les armes que tu voulais pour pouvoir dézinguer tout le monde. L'important, voilà, c'est les 30 vies en plus. Les 30 vies en plus. Et toutes les armes, je pense que c'était pas... c'était un genre de petit shoot 'em up. Hein. Ouais. Et le mec, comme pas mal de développeurs distraits, il a oublié d'enlever son code au moment où ils ont sorti le jeu. Ce qui a fuité, et donc quelqu'un a trouvé le code, et donc ça a fait le bonheur de tous les gamers de l'époque qui ont trouvé ce code en disant, voilà, il y a un cheat code. C'est pas le premier cheat code de l'histoire, mais c'est un des plus le plus connu, en tout cas, qui est devenu le code Konami, qui a été utilisé dans plein d'autres jeux après. Et donc, c'est effectivement grâce à ça que plein de gens ont pu terminer ce jeu. Donc voilà, ça c'était un peu l'histoire du gars. Il a fait plein d'autres choses. Hein. C'était un bon dev studio et il est mort assez jeune. C'était ici 61 ans. Mmh. Donc voilà, ça vous fait un petit cours d'histoire du jeu vidéo sur ce qui se passait le siècle dernier et de pourquoi on a ce code si jamais vous le retrouvez dans des jeux aujourd'hui. Donc 2 fois haut, 2 fois bas, gauche droite, BA. Moi, j'imagine tous les jeunes qui vont sur leur PlayStation, ils vont essayer le code en question, voir si ça donne quelque chose. Ici, ça se trouve. Et il y a plein de jeux où ils l'ont fait en référence à lui. Hein. Ah oui, c'est ça. Ça va peut-être donner un truc. Hein. À vous d'essayer. Vous nous direz quoi ? Je vais essayer sur mon iPhone. Je trouve pas les flèches. C'est mal foutu. Pour la blague, hein, pour la petite blague, ce code de 10 touches est dans le Guinness Book des records parce que c'est le cheat code qui est le plus utilisé. Il est dans au moins 151 titres. Donc dans 151 jeux vidéo, vous pouvez utiliser ça pour gagner. Ce serait pas étonnant qu'un développeur de jeu ou un éditeur même, en hommage, le rajoute peut-être dans certaines éditions de leur jeu, en forme d'hommage, 2 fois vers le haut, 2 fois vers le bas, 1 fois à gauche, droite, BA, et voilà, vous regarderez ce que ça donne comme résultat. N'essayez pas sur votre smartphone, hein, parce que Thierry vient d'essayer, ça marche pas. Marche pas. Je confirme. Donc voilà, ça déjà, ça c'est fait, donc on passe à la suite. La suite, justement, c'est la lettre... tiens, j'ai pas regardé. C'est la lettre L comme Libra. Thierry, Libra, c'est cette fameuse crypto-monnaie proposée au départ par Apple. Hein. Pas par Apple, par Facebook, j'ai dit n'importe quoi. Il y a la Suisse. Ça parle de pognon. Bah oui, ça c'est toujours comme ça. C'est ce que j'ai dit. Ah oui, voilà. J'étais obligé en direct de Suisse de vous parler de la Libra. Voilà, je viens de faire un petit clin d'œil pour ceux qui me suivent lundi sur le live. Non.
Je ne vais plus faire de lancement, je vais directement dire Libra. Suisse, monnaie, argent, allez hop. Voilà. On pourrait résumer cette news par ça, parce qu'effectivement, voilà, ça faisait un peu longtemps qu'on n'avait plus parlé de la Libra. Nous, on a plein de trucs en Suisse. Hein. Je vais faire un espèce de serpent de mer avec le coronavirus, puisqu'effectivement, on a 2 régions qui sont touchées par le virus. Et une des 2, c'est celle qui abrite la Libra, c'est Genève. Voilà, ça vient de tomber. C'est aujourd'hui, jeudi, à l'heure où on enregistre cette émission. C'est confirmé. On a aussi notre virus chez nous. On n'est pas peu fiers. On a pas mal de choses chez nous. On a gardé. On a gardé la Libra et elle n'est pas morte puisqu'effectivement, elle fait son bout de chemin. On nous a vendu l'idée que ça allait être génial avec Facebook, que David Marcus, qui avait justement, étudié, grandi à Genève, allait s'en occuper, et puis qu'on allait discuter avec la FINMA, puis qu'on allait faire plein de trucs, puis qu'on allait poser la fondation qui accompagne tout ça ici en Suisse. J'ai pas suivi où on en était avec la FINMA, mais par contre la news d'aujourd'hui, elle est pas si anecdotique que ça, puisqu'effectivement c'est un des gros acteurs du e-commerce qui a décidé de dire moi j'ai envie de faire confiance, on y va, et on peut imaginer intégrer cette solution, cette monnaie à notre système. Et là je parle de Shopify. Si vous le connaissez pas encore, c'est un petit peu un des acteurs incontournables des solutions clés en main, assez rapidement mises en place pour faire son site de e-commerce. Pour quelques dizaines d'euros par mois, vous pouvez imaginer monter votre site de e-commerce. Il est très prisé, par exemple, par toute cette vague de petits jeunes aux dents longues qui lancent dans le dropshipping de nouveaux produits. Cette fameuse technique qui consiste à vendre quelque chose qu'on se procure ailleurs. En soi, ça reste du business. Hein. Et Shopify, est pas apeuré par rapport à l'image qui colle à la Libra et a décidé de franchement avouer son mariage avec elle. Donc j'ai pas bien bossé mon sujet parce que à l'heure où je vous parle, j'aurais dû me renseigner sur on en est où avec justement la décision de la FINMA. Est-ce que oui ou non tout ça va rester sur la feuille de conduite qu'on avait imaginée. On a vu qu'effectivement ça avait créé des remous. Il y avait des grands acteurs comme certains opérateurs de cartes de crédit qui avaient dit oui mais non, puis on se retire. Gros coup de massue avec PayPal aussi. Mais voilà, on va revenir sur le sujet. Hein. Je suis désolé puisqu'effectivement la Libra est un petit peu un serpent de mer. On nous parle de cette année, voire l'année prochaine pour les premières mises en place de solutions réelles. Moi, ce que j'ai envie de suivre, c'est de voir quelle est l'implication qu'il y aura effectivement avec nos copains de Facebook. Ça, c'est une autre affaire. Voilà. Affaire à suivre. En tout cas, au mois de décembre, certains déclaraient que c'était déjà mort. Hein. C'était considéré comme tel, oui. En tout cas. Et là, ça relance un peu le projet, cette annonce-là, même si, pour l'instant, en tout cas, ça ne vibre pas nécessairement dans tous les milieux. Il faudra encore attendre. C'est vraiment, comme tu le disais, le serpent de mer du moment. Je ne sais pas ce qu'en pense Sébastien, s'il a un petit peu suivi cette actualité liée à la Libra. On en avait déjà parlé dans les épisodes précédents, l'année dernière d'ailleurs, avec l'autre Sébastien. Sébastien, un avis, une opinion, un truc à rajouter ou pas? Oui, moi je dirais que qui Libra verra, mais voilà. C'est ce que je craignais un petit peu en lui donnant la parole. C'est chaque fois je me dis non, Marc ne fait pas ça. À l'intérieur il y a un petit démon et un petit ange. Il y en a un qui dit vas-y donne-lui la parole, tu vas voir ça va tout linker. Et puis de l'autre côté il dit mais non ça va aller, t'inquiète, voilà. Pose-lui la question machin ça. Et voilà, et c'est chaque fois le petit ange qui gagne parce que je suis trop gentil. Elle était bien aussi celle-là, je vais la déposer. Hein. Il est bien le slogan. Ouais, il va falloir ajouter la fameuse touche qui lancera la bande son avec le. Oui, ça il va falloir que je le fasse un de ces quatre. Ouais. Effectivement. Oui, tu peux la déposer, Sébastien, dans les toilettes sèches. La lettre S comme sécurité, parce qu'on aime bien parler de sécurité aussi, et que c'est un petit peu au niveau technologique, c'est souvent les choses qui reviennent régulièrement, les problèmes de sécurité. PayPal qui refuse de corriger une faille, ça fait plutôt mal, Sébastien.
Oui, et donc, surveillez votre compte PayPal, parce que personne n'est à l'abri, parce que personne ne sait comment, personne ne sait quoi, sauf que pour le moment, les Allemands se servent. Alors voilà, je vous explique un petit peu plus le truc. Donc quelques personnes se sont rendues compte par hasard, comme ça, en regardant sur le compte, en disant, bah, c'est bizarre, j'ai jamais acheté chez Target. Et puis ils postent un truc sur Twitter, et puis un autre il dit, bah moi non plus. Et puis ça commence à faire des vagues, t'en as quand même un paquet qui se disent, bah, moi il y a plein d'achats là sur mon compte PayPal qui sont pas à moi. Et en fait, effectivement, il y a pour le moment des gens, essentiellement des Allemands, apparemment, qui sont en train d'exploiter une faille dans PayPal qui leur permet d'accéder à votre compte et de faire des achats à votre place en contournant un petit peu quelques règles géographiques, VPN, etc. Et donc ils jouent un peu. Et donc ils sont en train de tirer un peu dans tous les sens en tirant 10 euros, 100 euros, 1000 euros. Enfin, ça dépend un peu de votre compte et de votre chance. Et donc, pourquoi, comment, enfin pourquoi, voilà, le lucre, oui, ça c'est clair. tout ça. Oui. Comment, pour le moment, PayPal met de l'enquête, mais ils disent, on sait pas, hein, donc c'est super rassurant. Et puis t'as une petite boîte derrière, iBlue, qui dit, ouais, mais en fait les gars, il y a 1 an, et ils mettent en gros en majuscule et tout, ça fait 1 an qu'on vous a dit que il y avait moyen de facilement pirater votre système et que personne n'a jamais fait que dalle et vous n'avez pas corrigé et donc maintenant on disclose publiquement le truc et vous serez obligé de le corriger. Alors l'explication de comment eux ils arrivent, en fait c'est simple, ils disent si tu arrives, c'est un problème avec le NFC, tu arrives assez facilement proche du téléphone, tu chopes les infos et puis tu resimules et tu payes à la place du gars. D'accord. Donc voilà, ici ça a l'air assez simpliste. Donc il faut une proximité quand même avec le smartphone. Alors, est-ce que c'est cette faille qui a été utilisée ici? On peut pas le jurer. Est-ce que celle-là elle existe? Oui, elle existe apparemment. Donc pas top nouvelle. Voilà. Donc quand on aura plus d'infos, j'espère que PayPal communiquera et effectivement corrigera, mais voilà. Parce que je lis en diagonale et donc je ne sais pas tout non plus. Le rapport avec Google Pay, il y en a un ou pas? Oui, parce que c'est grâce à cette intégration qu'effectivement tu peux faire comment dire? Faire un paiement NFC sans contact. Il y a toute une série de trucs, oui. Donc Google Pay, déjà, voilà. il faut quand même une conjonction, on va dire, de choses. Google Pay, NFC, proximité smartphone. Tout le monde n'est pas... n'allez pas tout de suite vous jeter sur votre compte PayPal pour vérifier. C'est toujours bien de vérifier ses comptes, hein, je ne veux pas dire le contraire, mais tout le monde n'est pas touché, quoi. C'est ça que je veux dire. Il faut quand même pas mal de conditions pour être impacté par cette faille. Mais est-ce que tu l'as fait un jour sans t'en rendre compte que tu l'as lié? Effectivement. Tu peux pas directement savoir. Ouais. Et ici, le fait de lier PayPal à Google Pay, quand tu le fais, il génère une carte, parce que ça ne se fait pas magiquement, un paiement NFC. Quand tu te connectes à un terminal, il dit pas « je suis PayPal » pour que ça fonctionne. PayPal génère une carte de crédit virtuelle que tu ne connais pas, dont tu ne connais pas le numéro. Oui. Et il suffit que ça ait été fait une fois pour que ce numéro de carte, il va être débité ton compte PayPal, alors que tu n'as jamais réellement compris ce qui se passait derrière. Oui. Donc, si vérifiez, et s'il y a quoi que ce soit, voilà, contactez PayPal qui se fera le plaisir de vous rembourser. Oui, j'espère. Ça fait peur à Thierry Weber, ce genre de magouille technologique. Ouais, je suis très pensif parce que je vais vous raconter une petite histoire qui m'a un petit peu scotché. Et puis là, je me dis, on est peut-être que à la pointe de l'iceberg, puisque, voilà, je suis curieux et je vais sur les internets. Et puis, je suis allé sur la face obscure de celui-ci. Je suis allé faire un tour sur le Darknet et que fut pas ma surprise de trouver plein de choses illicites qu'on peut acheter, bien évidemment, je vous apprends rien, mais on peut acheter des comptes PayPal. On peut se retrouver à acquérir des comptes PayPal à hauteur de sommes qu'on peut choisir. Donc, est-ce que ça veut dire que le vendeur scrupuleux, pas scrupuleux du tout, veut vous inviter à dépenser à hauteur de $20, $50, $120 pour pas attirer l'attention du propriétaire de ce compte? Je suis pas allé jusqu'à l'achat de ces comptes parce qu'on est quand même dans quelque chose d'un peu touchy. À côté de ça, il y a les numéros de carte de crédit et compagnie. Oui.
Donc je me dis, si ça existe, et puis qu'aujourd'hui on parle d'une faille, à mon avis, c'est vraiment que le début, parce que j'ai envie de croire que tous ces vendeurs sur le Darknet qui proposent des comptes PayPal vous proposent de véritables comptes PayPal qu'on peut exploiter, et pas de l'arnaque de Bitcoin qu'on peut dépenser chez eux. Ça fait un peu froid dans le dos. Et je trouve maintenant du coup le lien avec la Libra un peu tout trouvé, puisque c'est ce que reprochait à nos copains de la Libra PayPal, c'était aussi ces aspects de sécurité. Donc peut-être qu'il faudrait qu'ils commencent à faire le ménage d'abord chez eux. Et puis de voir une faille qui n'est pas corrigée pendant une année, c'est juste énorme, c'est impensable. Surtout que là, ça part d'un bon sentiment, on le signale, on alerte un petit peu, on se fait entendre, rien ne bouge. Waouh. Contre-argument, Sébastien, je te sentais... Oui, et en fait, non seulement ils ont signalé la faille, mais en plus PayPal l'a reconnu parce qu'ils ont reçu une récompense. Il y avait un bug bounty, donc ils ont reçu une récompense tout en ne fixant pas le truc. Pour faire rassurer quand même un petit truc, parce que je vais vous expliquer un petit moyen sur le paiement, parce que après, je ne veux pas dénigrer le NFC, mais ici, peut-être qu'ils l'ont mal fait. Quand tu fais un paiement, en fait, sur une carte de crédit, en Europe, tu as une puce. Aux États-Unis, malheureusement, ils utilisent encore beaucoup le swipe. Donc, le swipe, c'est la bande magnétique qui est derrière, qui ne te donne que très peu d'informations. En gros, c'est ton numéro de carte et c'est tout. Pour éviter que la fille, elle leur copie à la main. Ou le mec, je ne veux pas être sexiste là-dessus. Mais, et donc, sur la puce, chez nous, non seulement on a le numéro de la carte qui est lu, voilà, ça, c'est facile, c'est assez logique, mais en plus, il y a le numéro de la carte une deuxième fois qui, lui, a été signé avec un certificat d'une autorité, Visa et toutes les autres banques, et donc il y a toute une série de certificats publics que tu peux aller chercher pour dire ok, cette carte elle existe et c'est de telle banque qui a autorité sur le marché. Donc quand tu lis, et cette information est aussi disponible en NFC, donc c'est possible aussi en NFC d'aller récupérer et dire ok, c'est pas juste quelqu'un qui a fait un truc pourri, c'est aussi quelqu'un qui ce numéro de carte est valide. Maintenant, si tu peux le lire, ça veut dire que tu peux aussi l'émuler, et ça c'est par contre une problématique. Il n'y a pas de challenge directement là-dessus. Tu peux aussi émuler ce fichier. Si tu l'as lu, tu peux le recopier dans une fausse carte. Donc aujourd'hui, il n'y a pas réellement de sécurité. C'est pour ça que tout ce qui est paiement sans contact, en général, est limité à des montants qui sont très bas, en dessous de 50 €, et tous les 2-3 paiements, tu dois revalider avec ta carte que tu vas effectivement faire un paiement sans contact. Mais voilà, la sécurité est assez limitée. Mais ok. Voilà. Ben, merci pour ces précisions, et on fera tous un petit peu plus attention encore. À un moment donné, on va passer notre temps sur notre smartphone à contrôler nos comptes tout le temps. Tu vois. Est-ce que j'ai toujours... Mon argent est toujours là. Mon argent est toujours là. Mon argent est toujours là. Ah, mon argent est toujours là. Le conseil de parano, n'activez le NFC que quand vous en avez besoin. Et si vous avez un portefeuille avec des cartes NFC, ce que vous avez tous maintenant sans vous poser la question en banque, il existe des portefeuilles spécifiques qui bloquent la possibilité aux cartes de discuter avec l'extérieur pour pas qu'il y ait quelqu'un vous le chope dans le métro ou que sais-je. Oui. Sinon, votre argent dans un matelas, en liquide, ça marche aussi. Pourquoi pas. Ça vibre chez quelqu'un, je tiens à le signaler. Quelqu'un a reçu un SMS chez l'un ou l'autre. Et je viens de contrôler. J'ai toujours mon argent, c'est bon. Lettre T comme traçage. Quand ton smartphone te fait peur, et j'avais vu Xavier, un de nos camarades, publier la news il n'y a pas tellement longtemps, et c'est repris à juste titre cette semaine par Thierry. Qu'est-ce que c'est que cette histoire avec les Samsung Galaxy qui tout d'un coup se mettent à hurler à la mort? J'ai presque envie de dire. Ouais, c'était assez marrant ce qui s'est passé sur la toile, puisqu'effectivement, plusieurs utilisateurs de ce modèle de smartphone
ont signalé un drôle de message qui leur est arrivé sur leur écran, un peu tous en même temps, tous avec un petit visuel un peu énigmatique qu'on retrouve ici dans les visuels si vous nous suivez en vidéo, puisqu'effectivement c'est l'alerte de la perte de votre mobile qui s'affichait avec juste Find My Mobile et puis un chiffre et puis c'est tout. Voilà, donc sachant que vous avez le téléphone sous les yeux ou à portée de main et puis que tout d'un coup cette alerte arrive, tout le monde avait droit de se poser la question de savoir mais pourquoi? Parce que je le cherche pas, j'ai pas activé cette demande et tout ça. Donc il s'est passé un petit moment durant lequel il y a eu un peu de flottement et plusieurs utilisateurs ont partagé l'image, se sont posé la question, ont balancé ça sur les réseaux sociaux et nos amis sud-coréens de Samsung sont sortis du bois pour dire écoutez les gars, c'est une erreur, c'est un message de service, c'est un test et puis malheureusement c'est parti un petit peu chez tout le monde et on s'en excuse, il y a rien de bien méchant là derrière, c'est juste une fausse manip, rangez vos téléphones, au revoir, merci, ça aurait pu s'arrêter là. Mais ça a fait réfléchir, je pense, pas mal d'utilisateurs et moi ça m'a replongé dans une anecdote qui m'avait un petit peu bluffé, puisque il y a de ça maintenant, je crois, 3 ans. Je crois que c'était il y a 3 ans, il y avait eu ces fameux incendies en Californie qui avaient ravagé pas mal de l'État américain. J'étais proche d'une grande ville californienne. Le ciel était franchement, mais réellement rouge, tellement il y avait de fumée dans l'air et de cendres. Alors nous, on n'était pas forcément exposés aux premières lignes de ce feu, puisqu'on était assez proche de la côte, mais cette ambiance vraiment apocalyptique, cette lumière, cette cendre qui tombait du ciel était assez impressionnante. Mais ce qui fut plus impressionnant, c'est que tout d'un coup, mes iPhones se sont tous mis à balancer une alerte. Alors quand je dis mes iPhones, c'est que j'en ai pas 15 000, hein. J'avais celui que j'utilise tout le temps. Oui, voilà. J'ai des actions dans la Libra, monsieur. Non. J'ai pour habitude de recycler mes iPhones et donc j'en avais un qui sert à être connecté et l'autre, c'est détail assez intéressant, qui n'était pas équipé de carte SIM. Il servait juste à faire des photos, prendre des vidéos, prendre des photos. Donc il était virtuellement connecté à aucun réseau. Même pas un Wi-Fi, hein, je tiens à préciser cette information. Eh bien, en fait, cet appareil a aussi reçu une alerte que j'avais jamais vue. C'est assez impressionnant, puis c'est un peu affolant, puisqu'effectivement, ça fait vibrer le smartphone et ça fait sonner l'iPhone avec un bip qu'on n'a jamais entendu, que je serais incapable de reproduire, puisqu'effectivement, ce sont les opérateurs qui et surtout là pour le coup l'État américain qui ont accès à ce canal pour dire allez maintenant on va tous les informer qu'il y a un grand danger, il y a un incendie, il y a quelque chose et le warning tu peux pas le louper puisqu'effectivement il prend une grande place sur l'écran, un peu à l'image de cette alerte chez Samsung et c'était assez impressionnant de savoir qu'il y avait un appareil sur les deux que j'avais qui n'était pas branché et qui avait reçu également cette alerte. C'est ces moments-là qui nous rappellent qu'en fait, oui, on a beau enlever la carte SIM, on a beau être déconnecté, mais ce machin, en fait, il est toujours relié à quelque chose. Et c'est ce que sont peut-être dit les utilisateurs de Samsung en voyant cette alerte arriver sur leur smartphone. Je vais le regretter. Ça fait réfléchir. Je sens que je vais le regretter. Je vais donner la parole à Sébastien. Oui, je vais t'expliquer tout de suite comment ils ont communiqué. Il n'y a pas de magie vaudou là-dessus. En fait, quand tu mets pas de carte SIM dans un téléphone, il est toujours connecté à un opérateur. Parce que automatiquement, il se connecte à un opérateur et tu ne peux pas passer d'appel, tu ne peux pas en recevoir, tu n'as pas de numéro, tu n'es pas enregistré, mais tu es connecté aux opérateurs et tu as le droit de passer des appels d'urgence. Ah oui, c'est juste. Donc, quoi qu'il arrive, tu es toujours connecté à un opérateur. À moins de le désactiver et de le mettre en mode avion pour le reste. Et là, effectivement, tu n'aurais probablement pas reçu l'alerte. Sinon, tu as les messages broadcast d'alerte qui sont effectivement envoyés à tout le monde. Et c'est pas un message à un mobile en particulier, c'est des messages globaux et que tous les téléphones captent. Ouais. On comprend bien la raison, etc. Merci de nous le rappeler, Sébastien. Oui. Ça n'empêche que c'est impressionnant quand même de se dire d'où ça vient, comment ça se fait. Sur le moment même, ça doit être choquant, enfin perturbant, quoi. Ça me paraît assez en fait, évident.
Oui, en fait, ça va très très loin. Après, j'ai effectivement trouvé le fin mot de l'histoire. C'est qu'un appareil qui est plus filaire se doit d'avoir une solution de secours. Et effectivement, les appels de secours sont permis normalement dans n'importe quel pays avec n'importe quel device parce que et le constructeur et l'opérateur se doivent de respecter tout ceci. C'est d'ailleurs un petit truc que vous voyez quand vous utilisez Skype avec un compte prépayé. Oui. On vous dit que malheureusement, Skype n'a pas cette fonctionnalité. On vous avertit bien qu'il ne pourra pas servir d'appareil pour des appels d'urgence, à l'inverse d'un smartphone qui pourrait être démuni de sa carte SIM. Ouais, tout à fait. Donc si vous êtes à l'étranger avec votre smartphone, n'essayez pas, juste pour plaisir, de dire tiens, pour parler à quelqu'un, je vais appeler le 112. Non, ne faites pas ça, c'est pas, sauf si évidemment vous êtes en danger, mais si c'est pas le cas, évitez de le faire juste pour essayer, pour dire tiens, on va voir si Sébastien avait raison. Hein. Ce serait quand même ballot. Oui. Encore un truc, si je peux, du coup, parce que ça parle d'expérience, faites attention quand vous donnez aussi un vieux téléphone à des enfants. Parce que si ce vieux téléphone s'allume, ce vieux téléphone est capable d'appeler les urgences. Et les enfants sont très capables d'appuyer sur le numéro des urgences. Surtout que la plupart des téléphones, au moment où vous allez les aimer, ils disent « on n'est pas connecté ». Est-ce que par hasard, t'as pas envie d'une urgence? Et donc, ne laissez pas un téléphone à des enfants s'il s'allume. Ceci étant dit, je salue Thierry. C'est très très bien hein, de réutiliser, d'employer encore ces vieux téléphones s'ils ont encore des capacités, par exemple de photographie ou d'autres choses. C'est un conseil qu'on peut donner à tout le monde. Si vous avez envie de changer de smartphone, gardez peut-être l'ancien pour ce qu'il vaut encore et il peut encore rendre de menus services, certes, sauf peut-être les donner aux enfants comme le disait Sébastien, mais il peut encore servir à pas mal de choses. Donc c'est très bien aussi de recycler soi-même ses propres appareils. On est à la lettre V, V comme van, parce que vous le savez, quand on a Thierry avec nous, on parle souvent van life, et ici on va parler routeur. Quel rapport, direz-vous ? Mais routeur 4G quand même, donc oui. Mais oui, pourquoi on va parler de routeur avec la lettre V comme van ? Premièrement, parce qu'on est à bord d'un van, hein, forcément, mais parce que, voilà, à l'image de Marc, aussi ici présent, je consomme beaucoup de contenu autour de la van life, et un des types de contenus qui me plaît beaucoup, c'est tous les aspects de la technologie qu'il y a autour de la van life. Et c'est vrai que la question qui revient chaque fois, quel routeur choisir pour son van, son fourgon aménagé ou son camping-car. Et là, je suis tombé sur un article qui est, bon, ok, certes, un petit peu daté, mais qui m'a un petit peu énervé, puisqu'effectivement, à l'image, vous avez pu voir 4 modèles de routeurs. On a du Netgear, on a d'autres marques, il y a du Huawei, voilà, le TP-Link. Alors tout ça, c'est joli, c'est sympa, du D-Link, c'est sympa, mais c'est des trucs qu'il ne faut surtout pas acheter, parce qu'effectivement, on vous vend l'idée que c'est quand même mieux d'avoir un routeur dans lequel vous allez dédier, ça part d'un bon sentiment, l'usage d'Internet en mettant une carte SIM. Ici en Suisse, nous, on a l'opportunité de pouvoir doubler notre carte SIM et donc sur son propre forfait avoir les mêmes prestations, mais sur un appareil dédié. C'est pas mal, ça va économiser les batteries de votre téléphone, mais tout ça, ça va pratiquement servir à rien. Mais pourquoi ? Pourquoi, vous allez me le dire ? Mais pourquoi ? Dites-le, non ? Mais pourquoi ? Eh bien, mais parce que, voilà. Merci, voilà. À la semaine prochaine. Non, plus sérieusement, utiliser son smartphone comme routeur ou dédier un routeur 4G comme ceux qu'on peut trouver là à quelques moins de centaines d'euros, ça va pas forcément amener un plus. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on a un problème d'antenne. J'en parle en connaissance de cause parce que je vais vous donner un truc qui va vous faire économiser de l'argent. Généralement, ces routeurs, en tout cas chez nous, vous sont de temps en temps proposés avec une formule d'abonnement. Donc, si vous n'avez pas un super forfait, eh bien, vous pourriez imaginer vous en payer un dédié à la van life. Vous qui habitez en Europe, là je pense plutôt à nos copains français, ils ont des bonnes conditions de roaming. Vous pourriez avoir un routeur pour 0 francs ou 0 euros avec une carte SIM qui vous permet de surfer avec des bons débits
sur la plupart des pays d'Europe, mais ça reste problématique pour la réception. Pourquoi? Parce que ce soit votre smartphone ou votre routeur que vous allez peut-être mettre dans une étagère plus ou moins bien placée dans le van, va à peine améliorer la réception. Alors mon truc, il est très simple. Je suis allé chez nos copains chinois parce qu'effectivement, ils ont des bons produits. J'ai trouvé un routeur qui avoisinait, je pense, les 40 €, sur lequel j'ai des ports Ethernet, puisqu'effectivement, je pousse le vis à même mettre d'autres appareils connectés sur ce routeur. J'ai pu y mettre des disques durs externes, des choses comme ça. Là, pour le moment, rien de spécial pour la réception, mais ce routeur a une particularité. Les antennes se dévissent. Et oui, il est équipé d'antennes extérieures. Et c'est le choix que je vous préconise à faire si vous êtes en train de vous poser la question de savoir quel routeur mettre dans son fourgon ou son camping-car. Partez sur un routeur sur lequel vous pouvez dévisser les antennes 4G ou 3 et 4G. Et puis, pour 10, 15 € de plus, vous pouvez vous acheter un booster d'antenne. Attention, ce n'est pas un amplificateur, c'est simplement une antenne délocalisée qui aura une meilleure réception que les petits bouts d'antenne qui sont livrés avec votre routeur. À l'heure où je vous parle, je suis en train d'utiliser celui-ci. Le routeur est dans une étagère et l'antenne, elle est collée à la fenêtre. Si vous avez l'opportunité de tirer un câble pour mettre une antenne extérieure, pourquoi pas la mettre au-dessus du fourgon, et je vous assure que ça change la vie, puisque là, j'avoisine avec mon smartphone à des pourcentages de connexion qui sont de l'ordre de 70%, et avec l'antenne, je monte jusqu'à 97%, puisqu'effectivement, je vais améliorer la réception. Donc, n'achetez pas ces petits routeurs, ça part d'une bonne idée. Certains font même batterie supplémentaire. Ils ont des petits écrans LCD, ils ont des petites fonctionnalités sympas, mais ça va rien changer au niveau de la réception et de l'efficacité de la réception. Juste par magie, voilà. Regarde dans l'image que je vous propose donc le routeur en question, celui de... Je pense que c'est le modèle que tu utilises, ou en tout cas approchant, que j'ai retrouvé sur Internet, de cette fameuse antenne style Darth Vader, là, tu vois, l'espèce de sabre. Voilà, alors ça, c'est pas tout à fait le même modèle, mais c'est vers quoi il faut aussi aller. C'est effectivement délocaliser l'antenne et améliorer la réception. En Europe, et surtout nous en Suisse, on n'a pas le droit d'amplifier le signal par moyen électronique. Vous n'avez pas le droit, et Dieu sait que vous en trouvez plein sur Internet, ces modèles d'antenne où vous boostez physiquement, électroniquement le signal 4G. Mais une antenne qui a une meilleure réception et puis qui est beaucoup plus grande que celle qu'on a dans un appareil téléphonique ou un petit routeur de poche va sacrément vous changer la vie. Oui, il faut la démonter, comme tu le précisais, il faut mieux démonter l'antenne quand on roule, surtout en van. Maintenant, si vous êtes fixe à la maison, elle n'a pas besoin, il faut faire une petite installation. Je pense que Sébastien, toi-même, tu utilises de temps en temps, quand tu pars en voyage, par exemple, avec les enfants et tout ça, par facilité, tu n'utilises pas un petit routeur 4G Tu m'avais pas parlé de ça un jour? Si, j'ai du routeur 4G, ça faisait partie d'un numéro d'il y a quelques années. Oui. Dont on a parlé des meilleurs trucs pour partir en vacances. C'est le meilleur routeur 2G. Tellement c'est loin. C'est possible à l'époque. Dans ceux montrés, il y en avait un Huawei, je pense, qu'on utilise aussi de manière plus professionnelle. Et alors, effectivement, on n'est pas dans des vannes, on est dans des endroits où on sait où on le met, donc on s'en fout. À l'hôtel. Etc. On n'a pas cette problématique. Et il a un port Ethernet, ce qui est très pratique pour pouvoir connecter des machines qui n'ont pas forcément toujours le Wi-Fi, où on veut être sûr d'avoir un truc assez stable. En tout cas, je voudrais remercier ici Thierry d'avoir sorti la plus grosse vanne de l'épisode. Elle était bien aussi, bon, hein. C'est drôle. Un petit budget pour ça. Thierry, oui, il le faut. Sur ce type d'appareil, un petit budget quand même, non? Alors, voilà, sans faire de pub à nos copains d'AliExpress ou Alibaba, voilà, je les dis, hein, vous avez des routeurs qui avoisinent les 60 €. Vous allez les reconnaître facilement, ils sont noirs, ils ont 5 ports Ethernet, ils ont l'emplacement pour la carte SIM, vous pouvez y brancher un port USB, vous pouvez y brancher donc aussi une carte mémoire supplémentaire si vous voulez utiliser un petit peu de stockage, mais bon, c'est ridicule, hein. Travaillez plutôt avec un disque dur branché en Ethernet ou le port USB. Et vous allez le reconnaître facilement, il est équipé de 4 antennes, 2 sont dédiées à la 3G et la 4G, et les 2 autres pour la propagation de Wi-Fi. L'antenne que vous allez fixer à la place des 2 que vous allez ôter doit valoir 12 ou 15 francs, 12 ou 15 €.
Moi, j'ai opté pour un modèle en forme de losange qui vient avec sa ventouse et que je peux comme ça laisser derrière une des vitres. Mais pourquoi pas, comme on l'a vu dans l'illustration, partir avec un câblage qui part sur le toit. Oui. Et là, si vous partez sur des antennes au-delà de 60 cm, vous allez encore plus gagner en réception. Là, il faut compter par contre 100 à 150 euros pour des modèles. Voilà, juste pour l'info ici. Alors, ça dépend chez qui. Voilà. Oui, c'est ça dépend un peu du fournisseur, mais si vous aviez regardé l'image, l'antenne 61 cm, le petit routeur Wi-Fi qui va bien avec, etc., que vous pouvez installer sur votre bateau, sur votre maison, sur votre camping-car, sur où vous voulez, en fait, on est plutôt dans les 200 euros. Le tout, voilà, c'est un autre budget, évidemment. Les illustrations présentées, c'est le Alpha Network Kit 4G routeur V2 EU pour Europe, on l'imagine. Voilà, ça c'est ce qu'on voit couramment d'ailleurs dans les vidéos sponsorisées de nos amis Vanlifer, parce que je pense qu'ils en ont tous reçu une. Je pense que c'est un peu ça l'idée aussi. Mais en même temps, c'est du matériel intéressant en dehors de la vie en van, etc. Comme Sébastien le fait en vacances aussi. Ça peut servir si vous êtes dans des coins un petit peu tranchés et que vous avez un réseau un peu faiblard. Peut-être que ça va aider à quand même rester connecté, sauf si évidemment vous désirez vous déconnecter, hein. Parce que souvent quand on part en vacances, c'est aussi un petit peu pour se déconnecter. Mais si vous n'avez pas le choix, qu'il faut bosser, ça peut aider quand même aussi. Merci Thierry pour cette petite information qui en valait vraiment la peine. Tout doucement, on arrive à la fin de ce 247e épisode. On est déjà à la lettre W, non pas encore le oui mais non, mais W comme WhatsApp. Votre conversation privée n'est pas toujours si privée que ça, Sébastien. Non, en effet, c'est exceptionnellement drôle. Tellement la sécurité parfois elle tient un peu de choses et donc parfois vous voulez faire une conversation privée de groupe ou que sais-je et vous avez ce que WhatsApp vous propose, c'est un petit lien pour la partager avec la personne qui doit rejoindre ce groupe de discussion. Voilà, truc assez couillon, facile et s'il en est. Et il se fait que un jour un gars se dit c'est marrant, effectivement, ça c'est le lien que j'ai, que je dois partager, mais est-ce que si je fais une recherche sur Google en recherchant spécifiquement ce sous-domaine de WhatsApp, est-ce que je vais retrouver des liens que quelqu'un aurait publiés ? Et à sa grande surprise, il n'a pas trouvé un lien, mais des millions de liens. Il y en a des millions. Donc tout le monde dans les conversations privées secrètes en groupe se dit je vais la publier comme ça tout le monde pourra y aller. Et il s'est retrouvé comme ça à avoir les numéros de téléphone de plein de personnalités qui effectivement ont pas trop fait gaffe, y compris et les discussions, parce que si tu rentres dans le groupe tu peux remonter dans la discussion. Donc il est arrivé à avoir des conversations par exemple du parti Europe Écologie Les Verts en Île-de-France, etc. Donc il a fait toute une liste, c'est assez amusant. Donc le truc a été remonté chez deux personnes. Le premier c'était, dites Google, c'est peut-être pas une top idée de l'afficher. Google disant, oui mais si nous on nous dit pas de ne pas l'afficher, on crawl et on l'indexe. Donc ça c'est normal, il y a des fichiers que tu peux mettre sur les sites web en disant, ces URL là s'il vous plaît, même si vous passez dessus, vous les indexez pas. On sait pas la sécurité absolue. Et donc, ils ont aussi informé WhatsApp, dites les gars, je pense que là, il y a un problème. Et WhatsApp a dit, oui, mais c'est un lien privé. Si quelqu'un l'a publié, tant pis pour sa poêle. Et donc, voilà, en gros, tout le monde s'en fout un peu, tout en... Google l'a désindexé en disant, on va faire les gentils, on va le désindexer. Mais c'est le seul à le faire. Donc, si vous voulez, changer de crèmerie et aller sur d'autres moteurs un peu plus underground, comme Bing, que sais-je, tu vois, un truc vous allez retrouver, Bing. Et vous allez retrouver. Vous allez le retrouver. Ah oui, c'est ça qui est fou. C'est tellement bête comme erreur. Enfin, comme erreur. C'est pas une erreur. Enfin, je sais pas comment qualifier ça. C'est vraiment. C'est idiot. Je veux dire, oui. Alors, autant de la GDPR, là, on principe, normalement, quand tu crées un produit, tu dois penser à la sécurité ou à la privacy by design.
Oui. Ici, je sais pas trop où ils ont pensé à la sécurité, parce qu'ils ont juste fait le design. Voilà, c'est sécure, mais au final, vas-y, publie. C'est juste complètement fou. C'est chouette parce qu'en plus, c'est crypté de bout en bout. Oui, c'est crypté, mais tout le monde peut aller voir, tu vois. C'est la top sécurité. Donc on crypte. C'est public. Allez-y. Mais c'est sécurisé. Mais oui, on en rit, mais il vaut mieux en rire, finalement. À un moment donné, on peut pas descendre plus bas. Je sais pas ce qu'en pense Thierry, mais voilà. Là aussi, ça te donne pas plus confiance que ça dans les nouvelles technologies, hein, mon Thierry. Non. Ben, ça me fait penser à une news autour de WhatsApp qui avait été... qui avait un petit peu fait son effet ici en Suisse, puisque effectivement la Confédération a décidé de pas légiférer, de pas forcément obliger par exemple à WhatsApp à dévoiler ses secrets de fabrication pour aller par exemple voir ce qu'on voit pas, examiner des messages. Maintenant, je pense qu'ils doivent être encore plus contents puisqu'il n'y a pas besoin de haute technologie pour aller fouiller dans des conversations. Mais c'était surtout le constat des services secrets de Suisse. Hein. C'était une autre façon de dire que les services secrets voulaient pas trop qu'on aille fouiller ou obliger à WhatsApp de permettre qu'on aille fouiller dans les conversations parce qu'eux-mêmes utilisent ce réseau. Donc maintenant, je me dis que tout de suite après l'émission, je vais voir si je peux pas trouver des conversations privées de nos amis des services secrets suisses. Ça serait le comble du truc, quoi. Des fois, je dois reconnaître que l'État suisse a un peu d'intelligence sur la législation de certains aspects électroniques. Par exemple, chez nous, bien downloader un album de musique ou un film, c'est pas donc interdit, c'est pas non plus permis, c'est toléré. Ça veut dire qu'en fait, la Confédération a décidé de pas légiférer vu son incompétence dans le domaine. En gros, on télécharge un morceau de musique, un film, et puis on se le regarde ou on se l'écoute soi-même, ça va. Maintenant, dès le moment où on le partage, ou pire, on le vend à quelqu'un d'autre, là, on va commencer à se fâcher. Donc voilà, la Confédération a de temps en temps des bonnes attitudes. Ils ont décidé de rien décider. Et puis ça marche, et ça énerve les éditeurs, les boîtes de prod, mais ça marche, ça fait des dizaines d'années que c'est comme ça. Mais là, pour WhatsApp, je sais pas quoi en penser par rapport à nos copains des services secrets, là. D'ailleurs, je vais vite changer d'emplacement parce que là, je pense que bouge ton van. Un peu chaud pour moi. Sébastien, pour conclure sur ce sujet. Oui, je ne sais pas si tu as la même sensation que moi, mais à chaque fois que notre ami Thierry dit Confédération, j'ai l'impression qu'on est dans un épisode de Star Trek. Mais d'autant qu'il y a une petite tête de Klingon quand même. Tu vois, il y a quelque chose. Tu vois, d'un coup, j'ai l'impression qu'on était en pleine science-fiction. Ça me fait plaisir de faire un épisode de Star Trek avec vous. Allez, bim, je viens en ami. Oui, non, ça, ça, tu sais le faire ou tu sais pas le faire. Ça, c'est comme ça. Oui, voilà. On passe à la suite. C'est pas le premier coup. Hein. En Belgique, on a déjà été couillonné là-dessus. À l'époque, il y avait des sites gouvernementaux qui avaient oublié de désactiver certaines fonctions de listage. Donc, en gros, tu allais dans un répertoire et tu avais la liste de tous les fichiers qui étaient là. Tel quel. La SNCB s'est fait avoir avec des listes de... Je me rappelle, c'était la liste des utilisateurs qui s'étaient plaints des retards, si je me rappelle bien, ou qui étaient en attente de remboursement. Il y avait des centaines de milliers de personnes. Ouais. Et sur les sites gouvernementaux, il y avait des documents où il était simplement écrit top secret ou confidentiel qui étaient indexés. Et donc, tu savais les retrouver très facilement. Et donc, il suffisait de chercher dans Google PDF confidentiel et sur les sites gouvernementaux, et ils te les donnaient, ils étaient indexés. Donc, c'est pas la première fois, mais là, c'est exceptionnel quand même. Voilà. Oui, ça s'appelle l'open data. Voilà. N'hésitez pas à les piocher dedans. Tout ce qui est sur Internet, c'est ma conclusion, attention, c'est quand même une des règles, en gros. Considérez que tout ce que vous mettez sur Internet est public. Et là, vous ne serez pas surpris. Du coup, on est beaucoup moins surpris, effectivement, que par exemple par la lettre W. Et notre oui mais non du jour. Xavier, décidément, nous donne régulièrement des informations, même quand il ne vient pas. C'est d'ailleurs le cas de beaucoup de nos chroniqueurs. Hein. On échange entre nous durant la semaine nos news et notre veille informatique, technologique et autres. Là, c'est
Xavier, qui a laissé un message. C'est pour ça que le titre du sujet, c'est Merci Xavier. c'est Sébastien, je pense que ça me fait rire. Sébastien, je pense, oui, Sébastien qui veut relayer cette information que nous a envoyée Xavier. Oui, je voudrais quand même, tu vois, remercier la veille technologique de Xavier et ce genre d'article de haute qualité que j'avais complètement raté et que effectivement, ben voilà, il a quelques mois, mais je trouve que c'est quand même très intéressant qu'on en reparle. Hein. Merci Xavier. Oh, mais on avait dit qu'on faisait de l'actualité. Et malgré tout, ça mérite d'exister. Et malgré tout, voilà c'est un siège de toilette, hein, comme on peut le voir sur la photo si vous regardez en vidéo. Et donc, c'est un siège de toilette qui a une petite particularité technologique, c'est qu'il vous pèse. Ouais. Donc, il vous pèse avant et il vous pèse après. Donc, voilà. Et donc, comme ça, vous pouvez faire la différence pour savoir petite soustraction. Ce que vous avez enfin perdu. Parce que je suis sûr qu'il y a beaucoup de gens qui le font, de se peser avant et de se peser après en disant j'ai perdu 300 grammes. Eh bien, ne le faites plus. Ça peut se faire directement sur la toilette. C'est totalement indispensable pour plein de personnes. C'est indispensable. Ouais. Donc, merci Xavier d'avoir ces préoccupations et de répondre à des besoins indispensable. Besoin, c'est le mot. Mais ce que je ne comprends pas, c'est que même médicalement, ça n'a aucun. Enfin, c'est une variable qui n'a aucun intérêt en fait. C'est à moins d'avoir perdu plus que son poids, ce qui serait quand même très très étonnant. Je pense que c'est très très utile de partager cette information sur les réseaux sociaux, de pouvoir automatiquement partager cette info chaque fois à travers d'un tweet, d'un post Facebook. Je trouve ça très intéressant. Oui. Un Instagram avec la photo. Oui, en plus avec une photo. Ah, avec la photo. Oui, c'est ça. C'est grave. Faut voir loin. C'est vrai qu'il y a des choses. C'est vrai qu'on voit des choses plus sales que ça sur Internet et sur les réseaux sociaux en particulier. Donc ça pourrait effectivement. Regardez, 450 grammes ce matin. Qui fait mieux. Qui fait mieux. C'est quelqu'un qui vient avec 2,8 kg. Oula. La gastro. C'est ça. C'est quand même très très particulier. Je me demande à quoi ça sert. Alors on n'a pas creusé plus la question que ça. Hein. Ce que j'aime bien, c'est quand même. Le site c'est Oh My Mag, hein. Je vous le dis comme je le vois. D'ailleurs, je vais mettre dans l'image. Et vous avez ici, vous avez accueil, live, caca. C'est bien documenté ce site. C'est hashtag toilette. Ça y est. Voilà. Et juste après un article sur 2 mois de grossesse. Voilà, symptômes, taille du ventre, échographie, ce qu'il faut savoir. Voilà, je ne comprends pas ce genre de site. Je ne sais pas d'ailleurs ce que Xavier fait sur ce genre de site. Xavier, si tu nous écoutes, un petit rapport sur le Slack cette semaine, s'il te plaît. Un petit rapport, Xavier. Donc voilà. Je sais pas si on avait un autre truc à rajouter. Non. Juste moi, j'avais envie quand même de vous le montrer, ce machin-là. C'est pas prévu du tout. Il est même pas dans la conduite. C'est vous dire si j'improvise complètement sur cette fin d'épisode. C'est un journaliste, je pense que c'est au Canada, je crois, ou en Caroline du Nord, qui est présente en direct. Vous savez, maintenant, le smartphone, l'iPhone en l'occurrence, c'est beaucoup utilisé en télévision, et en particulier pour des directs quand c'est un petit peu extrême et qu'on n'a pas pu amener du matériel, on fait ce qu'on fait là, via Skype ou via d'autres outils ou d'autres applications. Ici, en l'occurrence, le journaliste a fait son direct en utilisant les filtres Facebook sans s'en rendre compte. Ce qui a donné des échanges un petit peu particuliers, c'est qu'il passait comme ça à l'antenne avec vous savez, ce qu'on peut ajouter avec les filtres Facebook, c'est-à-dire un casque de martien, un chapeau, des lunettes, des oreilles de chat, etc. Et donc, ça a fait beaucoup rire tout le monde. La vidéo circule évidemment sur YouTube. Vous irez la trouver sans grande difficulté, à mon avis. Vous tapez Caroline du Nord, Facebook Live ou quelque chose comme ça. Et donc ce garçon a fait son direct avec un casque de martien ou je ne sais pas très bien quoi. Et voilà. Donc les effets sont restés avec une barbe et un chapeau, avec tous les attributs que Facebook
communiquer. Et donc c'est un petit peu compliqué quand même de faire un sujet sur la neige qui tombe, etc., les autoroutes fermées, et se retrouver comme ça dans une situation complètement absurde, ce qui a rendu évidemment les journalistes en plateau complètement hilar, vous vous en doutez. Donc voilà, c'était plus rigolo qu'autre chose, mais il faut faire attention à ce qu'on fait aujourd'hui quand on fait du broadcast, comme on dit, c'est de bien vérifier les outils qu'on utilise et ne pas faire n'importe quoi. Sa crédibilité en prend un coup assez rapidement. Donc voilà, je voulais le rajouter vite fait comme ça, sans avoir prévenu personne, mais je suis sûr que ça a fait rire intérieurement Sébastien. Et, oui mais non. Et du coup, on a deux oui mais non. Et voilà. Merci à tous les deux d'avoir participé une fois de plus à un épisode des Technos. On va vous retrouver tous les deux très prochainement. Je sais pas quand exactement, j'ai pas le planning en tête, mais ça ne saurait tarder, j'ai envie de vous dire. Donc merci à vous d'avoir participé. Je sais pas si vous avez une actualité particulière à vendre, un truc ou quoi. Oui, des dédicaces. Je fais des dédicaces, donc au Cirque Royal. Voilà. C'est à la Fnac de Bruxelles. Sébastien sera en dédicace ce week-end. Non, évidemment, c'est une blague. Au carnaval de Nivelles. Oui, venez au carnaval de Nivelles, c'est ce week-end. Voilà, c'est pas loin de chez. C'est tous les week-ends carnaval chez toi. Oui, mais là, on est déguisé et tout. C'est chouette. Ah oui, c'est chouette. Et puis pour Thierry, un live lundi prochain cette fois, parce que tu as fait faux bon cette semaine. Voilà, il y a eu en direct de Suisse. Il y a eu pause cette semaine et on reprend comme tous les lundis soirs, 20h30 en direct de Suisse. Peut-être avec Yoko ou peut-être dans mon studio. Voilà, on verra. C'est lundi prochain. Voilà. Merci à tous les deux. Merci à vous d'avoir suivi cet épisode une fois de plus. N'hésitez pas, les pouces vers le haut, les commentaires, les étoiles sur les applications de podcast habituelles. Les commentaires, évidemment, ça chatouille les algorithmes, comme on dit. Mais surtout, ça nous permet de communiquer entre nous et d'échanger. Et ça, c'est chouette aussi. Merci à vous d'avoir écouté cet épisode. À très bientôt. Salut!